Bonsoir à tous, vous avez fait le bon choix en matière de programme Télésoir. C'est le grand rendez-vous de BB24, mesdames et messieurs. Parlons développement en 4 plateaux, suivi bien évidemment du journal qui viendra à 19h45. Tout ceci derrière la météo. Vous êtes bien sûr sur le grand rendez-vous de BB24. Mesdames et messieurs, la santé avant tout, dit-on bien sûr. Alors, le monde entier se focalise sur les personnes souffrant d'hypertension artérielle. Alors, si c'est votre cas ou celui d'un de vos proches, mesdames et messieurs, suivez-nous tout simplement sur Nature et Bien-être ce soir pour savoir comment gérer ce mal, l'hypertension artérielle. 2 produits agricoles qui se ressemblent mais qui présentent des différences sur le plan de l'utilisation. Gingembre et curcuma s'invitent sur le grand rendez-vous ce soir et précisément sur Monde Agricole. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, ce que vous faites, ce que vous aimez quels sont alors vos principes. Et je vous dirai exactement quelle est votre marque. C'est l'exercice que va nous faire tout à l'heure l'expert de ce grand rendez-vous, juste pour vous dire que chacun de nos actes, chacune de nos activités représente une marque aux yeux du public. Alors, comment construire sa marque? L'expert nous parlera du personal branding en 4 étapes ce soir. La lecture désormais au rythme du digital, ça part des livres électroniques jusqu'aux bibliothèques numériques. Horizon Culture vous fait faire, si vous voulez, la lecture en un clic ce soir sur Horizon Culture, ce grand rendez-vous. N'oubliez surtout pas le journal qui viendra à 19h45 exactement. Ce sera avec Nadège Sani. Bonsoir Nadège. Bonsoir Sim Gaba. J'aime bien ce rouge au vin que vous portez ce soir. Merci à vous, Assion. Tout à l'heure, l'expert vous dira quelle est votre marque. Mais avant, dites-nous d'abord quel est le menu de ce 19h45. Merci à Siom, les chercheurs béninois veulent promouvoir la collaboration interuniversitaire. Cette synergie d'action permettra d'accélérer l'innovation scientifique. Ce 16 mai, la communauté internationale célèbre la journée du vivre dans la paix. La jeunesse est considérée comme un acteur principal dans la préservation de la paix, nous dira Fortuné Awisso. La trisomie 21 est une maladie génétique. Pour l'heure, aucun traitement ne permet de guérir définitivement le mal. Toutefois, une prise en charge peut limiter la déficience intellectuelle du patient trisomique. Allez, merci beaucoup à vous, Nadège Sani, pour l'annonce des titres. On va vous retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le développement de ces titres. Pour le moment, vous serez en train de prendre votre thé, c'est ça, en attendant à la rédaction?
Vous me l'offrez, Assioum? Ah ben, c'est ça, non? Les chefs d'édition vont s'en occuper. Il n'y a pas de souci pour ça. Merci à vous. Allez, rendez-vous tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Le grand rendez-vous ouvre ses plateaux. Mesdames et messieurs, voici pour vous l'Espère. Ah oui, ce soir, avec l'Espère pour démarrer les plateaux de ce grand rendez-vous. Ce soir, nous parlons du personal branding. Il y en a qui parlent de marketing de soi-même. Bon, c'est quoi en réalité tout ça? Vous allez comprendre tout simplement que chaque homme représente en fait une marque. À chacun sa marque. Bonsoir. Bonsoir, Assioum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Un plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant en publicité, vous êtes designer graphiste également. Alors, avec vous ce soir, il est question de vous parler du personal branding. C'est quoi le marketing de soi-même? Commençons déjà par définir, avant d'aborder vraiment les étapes de sa construction. Merci beaucoup. Tout d'abord, souvent, nous parlons du marketing de produits. Mais à l'aide du digital et la révolution industrielle, il est important de parler du marketing de soi-même, ce que beaucoup ignorent. Parce qu'on ne vend qu'un produit ou bien on achète qu'un produit à laquelle on associe une marque. Et quand vous associez une marque à un produit, c'est mieux vendable. Et d'autant plus que si cette marque-là devient un individu, parce que cette marque peut être un individu, c'est grâce à telle personne, on vend ce produit-là rapidement. Je prends l'exemple des stars. Pour vendre les grandes marques, pour vendre leurs produits, ils ont besoin de s'associer au nom des grandes stars pour leur faire la publicité pour vendre. Okay. Ce n'est pas le contenu de la publicité qui fait vendre, mais c'est juste parce qu'on a dans la publicité utilisé l'image de tel acteur de cinéma ou bien de tel footballeur international pour pouvoir faire vendre la marque. Donc l'histoire est de savoir que le marketing personnel, c'est le fait simple de travailler sur son image afin de le valoriser, utiliser, manager ses valeurs, se donner de la valeur ajoutée, de promouvoir soi-même en termes d'image, d'identité pour accroître son taux élevé sur de la qualité de soi-même pour pouvoir le vendre. Alors, quels sont alors les aspects sur lesquels il faut se baser pour se construire son image? Est-ce que le travail que vous faites est lié à votre profession, pardon, et aussi vos actions, qui vous fréquentez, là où vous allez, et tout ce que vous dites aussi, voilà, c'est pas. Merci beaucoup. Tout ça va de soi. Ça ne se limite pas uniquement aux compétences, mais ça se limite d'abord à l'image de soi-même. Quand les gens te voient dans la société, ils pensent quoi de toi? Tu fréquentes où? Tu fréquentes quoi? Tu lis quoi? Quelle image tu leur donnes? Et pour faire bref, beaucoup de recruteurs actuellement se concentrent plus sur les profils sociaux que sur les diplômes, les compétences que les gens ont. Parce que quand ils voient ton profil social, déjà, il sait si tu réponds aux besoins que lui veut. Il ne cherche plus à savoir forcément tes diplômes. Il voit, OK. À te voir? Non, il voit, OK, telle personne, il fait quel genre d'action, il réagit comment dans la société. Quelles sont ses limites, quelles sont ses forces? Parce qu'à force de construire ton image, tu déverses de l'information sur les réseaux sociaux. Parce que souvent, pour bien bâtir sa marque, l'aide du digital a fait que c'est plus facile actuellement, grâce au contenu. Il lit sur toi les types de contenus que tu publies souvent, la cohérence dans tes contenus. C'est pourquoi, pour se créer l'identité, on va venir sur les étapes, il faut d'abord savoir son objectif à atteindre. Le but à atteindre. C'est en fonction de ça, tu crées les contenus pour pouvoir te valoriser. Okay. Et plus tu te valorises dans la société, plus les gens taillent d'importance à toi pour pouvoir te positionner sur de bons marchés. Sur de bons marchés. Voilà. I am a brand. J'ai lu ça tout à l'heure à l'écran. I am a brand. Je suis une marque. C'est ça, le personal branding. Je suis une marque. Alors, vous êtes quelle marque, chers téléspectateurs? Vous allez répondre tout à l'heure. Mais avant cela, dites-nous, comment construire alors sa propre marque? Première étape. Vous avez promis de le faire en 4 étapes. Oui. Pour démarrer cette étape, je donne rapidement un exemple. Je dis souvent à mes étudiants en formation que quand vous descendez, vous êtes en ville et vous manquez de monnaie et vous prenez un ZIM et vous êtes conscient que vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas de pièces à la maison et vous descendez dans votre quartier et la dame qui vend des billets au bord de votre ruelle n'est pas capable de vous prêter 200 francs. Sachez que vous ne valez rien devant elle. Parce que quoi?
Elle ne taille pas d'importance à votre image. Elle ne doute au fait de vos compétences. Elle se dit, si je te prête 200, est-ce que tu es capable en réalité de rembourser? Donc, pour faire bref, en réalité, c'est un peu ça. Quand tu te mets devant les gens, ils te donnent quelle note, ils te donnent quelle valeur, à quel prix ils sont prêts à payer tes compétences. Les mêmes compétences que tu fournis pour l'individu X, il peut te payer, je prends un exemple, 100 000, mais tu peux fournir les mêmes. Une autre personne va lui fournir moins que ses propres compétences-là et il va payer des millions. Ça dépend de l'identité que toi-même tu as, de la valeur que tu t'es donnée dans la société. Alors, est-ce qu'il faut se mettre à parler de soi aux gens, montrer, mais moi je suis capable de ci, même si on n'en est pas capable, je ne sais pas, il faut mentir sur sa personne. Non, construire sa marque ne signifie pas mentir, parce que la personne forcément va découvrir qui tu es. Okay. Et c'est ça, quand tu donnais tout à l'heure les exemples, j'ai dit, oui, il y a les compétences qu'il faut vraiment réajuster. Je discutais avec un ami la dernière fois, il me disait qu'il va aller faire un MBA dans une école parisienne qui coûtait 500 millions. Et je lui disais pourquoi. Il dit, quand tu veux te mettre sur des marchés pour prendre des marchés internationaux qui vont au-delà des 100 millions, il faut construire tes compétences. Il faut avoir une valeur dans la société. C'est quand les gens voient que tu as telle certification, ils te font plus confiance dans certains cas. Donc tout ça, les compétences, l'image de soi, comment tu te comportes dans la société, tout ça va dans la construction de la marque de quelqu'un. Tu es journaliste ou bien tu es banquier, tu ne peux pas sortir en t'habillant n'importe comment. Tu n'as jamais vu un banquier au guichet qui est mal habillé. Jamais. Parce qu'il garde de l'argent et tant que le client vient lui confier l'argent, voilà. S'il n'est pas bien habillé, moi, je ne peux pas lui confier mon argent. Exactement, c'est tout. Et ça, c'est clair. Donc, tout ça fait partie de la construction de la marque d'une personne. Et donc, première étape, c'est... Première étape, c'est de savoir l'objectif qu'on veut atteindre. Qu'est-ce que moi, je veux atteindre dans la société? Dans quoi je veux être... Je veux me spécialiser pour créer une identité autour de cela. Très bien. Quand vous savez ça maintenant, venez sur la deuxième astuce, qui est de savoir maintenant les types de contenus à adopter à cela pour valoriser votre propre image, parce qu'il faut apprendre à se vendre. Alors, est-ce à dire, par exemple, je prends comme objectif de devenir... que vais-je dire, un spécialiste en graphisme comme vous, si vous voulez, voilà. Et donc, je crée des contenus, c'est-à-dire que je commence par parler du graphisme. Exactement, exactement. En ce sens où les gens commencent par me prendre comme un consultant, un expert dans le domaine. Et à chaque fois que je fais de la cohérence dans mes publications, quand quelqu'un d'autre voit mes publications, il sait directement en réalité cette personne est dans tel domaine, même sans aller voir le profil par lequel on t'identifie. Parce que quand on voit tous les contenus que tu publies, il y a de la cohérence dedans, il y a de l'expertise dedans, il y a des astuces dedans que les gens peuvent utiliser rapidement et avoir du succès. Donc tout ça va... On se dit, il doit avoir des compétences. Voilà, forcément. Mais le gars là, il est bon, c'est son contenu, tout ce que je lis... m'apporte un peu de plus de la valeur ajoutée à ce que je fais. Du coup, quand la personne aura besoin de ces services-là, il sait directement, même sans te connaître, il sait directement à qui s'affilier pour le faire. Et souvent, ce qu'on voit actuellement, il y a des gens qui décident de créer leur marque, mais qui divaguent dans les contenus. Aujourd'hui, il veut être graphiste professionnel, mais aujourd'hui, il fait des contenus pour valoriser ce qu'il fait dans son secteur. Mais demain, on voit qu'il fait peut-être d'autres contenus dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la phyto, dans d'autres domaines. Là, il divague, au fait. Et les spécialistes... Il disperse ses énergies. Voilà, les spécialistes ne veulent pas traiter avec les gens qui ne sont pas spécialistes. Les spécialistes ne veulent pas traiter avec les généralistes. Voilà, les généralistes, merci beaucoup. Tu vois, parce qu'ils disent que quand je prends le généraliste, je n'aurai pas à coup sur le résultat. Mais quand je prends le spécialiste, à coup sûr, j'aurai mon résultat. Parce qu'il a de l'expérience en ça. Il ne fait que ça. C'est comme l'a dit Bruce Lee, j'ai toujours peur de celui qui pratique le même coup 1000 fois que de celui qui pratique 1000 coups. Parce que celui qui pratique le même coup 1000 fois connaît tous les rouillages. Mais celui qui pratique 1000 coups, il ne maîtrise pas les 1000 coups. Il l'a pratiqué une fois, mais il ne maîtrise pas toujours le cheminement pour atteindre. Donc, quelqu'un qui s'est identifié dans un domaine, qui crée uniquement des contenus, qui ne dort que dans ça, qui ne vit que ça, il finit par devenir un avec ce qu'il fait. Et de là, il devient bon dans son domaine.
Quand tu le sonnes, il n'a pas besoin de consulter son portable ou bien Internet avant de te dire certains trucs de façon spécifique. Il est possible qu'il te fasse un diagnostic sur place. Sur place. Voilà. Donc, ça va dans les contenus. Troisième aspect, il faut savoir communiquer et se mettre en valeur. Je rencontre beaucoup de gens qui ont de l'expertise, qui font de bonnes choses, mais ne communiquent pas, ne savent pas comment se mettre en valeur. Et souvent, notre société a un peu, excusez-moi, contribué à cela, où on se dit, toi tu es trop égaux, tu parles trop de toi. C'est vrai, il ne faut pas se vanter, mettre les mérites suivant les charrues qu'on n'aime pas forcément, mais d'autant plus que tu t'es défini un objectif, tu veux te construire une marque, il est important que tu communiques autour de tes actions, autour de ce que tu fais, de tes compétences. Et ça va de soi où, en ce sens, tu te mets à jour immédiatement par rapport à tout ce que tu fais pour que quand quelqu'un te sollicite dans tel domaine de compétences dans lequel tu es, tu ne bégayes plus à lui apporter la solution. Donc, l'important dans la troisième phase, c'est de communiquer, de mettre en valeur soi-même ces compétences qu'on a, les entreprises avec lesquelles tu travailles, ceux avec lesquels tu collabores. Tout ça permet à la société de te classer dans un nombre de randonnées pour savoir quel type de marché il faut. Voilà. Alors, et dernière étape? Dernière étape, entretenir la cohésion et maintenir le dialogue. Maintenir le dialogue, c'est-à-dire quoi? C'est pas parce que je commence par faire toutes ces astuces-là aujourd'hui, je saute demain, je recommence dans un mois, je laisse carrément, je vais réfléchir encore, l'année prochaine je démarre autre chose. Non. Il faut assumer ses responsabilités. Je veux devenir ça, je dois devenir ça, je dois devenir un expert en ça, etc., etc. Là, tu ne respires que ça tout le temps. Et à force de respirer, de faire la même chose tout le temps, tu deviens forcément la chose. Tu n'as pas besoin de longues études avant de devenir la force. Si toi-même, tu fais des recherches personnelles dans la chose, tu deviens facilement. Merci beaucoup à vous, Firmin Tovodounon. Merci pour toutes ces explications. Tout à l'heure, il y a le docteur qui va venir tout à l'heure avec Yasmine Damata, qui nous disait, écoutez, ce n'est pas Tovodounon, c'est Tovodounon. Voilà. Il ne faut pas galvauder les noms, c'est Tovodounon. Merci beaucoup à vous, Firmin Tovodounon, d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir. Pour récapituler, pour construire donc sa marque en 4 étapes, définir d'abord l'objectif. Là, on voit ce que vous voulez devenir en réalité, créer du contenu, pour montrer que vous avez les compétences, communiquer autour de cela, et puis maintenir la constante, tout simplement. Merci à vous, à très bientôt pour toutes ces astuces-là. Le grand rendez-vous va continuer cette fois-ci avec Yasmine Damata et son invité. On va dans notre centre de santé, c'est Nature et Bien-être. Nature et bien-être, ce soir, nous parlons de l'hypertension artérielle. Oui, si vous souffrez de cette maladie ou vous avez un proche qui en souffre, mesdames et messieurs, suivez tout simplement le professeur. Dans un instant, il viendra vous donner les astuces pour savoir comment vous gérer tranquillement. Et puis, vous allez vivre, en tout cas en forme et en pleine forme, malgré votre état d'hypertendu. Allez, on suit d'abord le reportage. On revient en plateau. L'hypertension ou pression artérielle élevée, la pression artérielle demeure anormalement élevée. Laissée sans traitement, l'hypertension endommage le cœur et les vaisseaux sanguins en alourdissant leur travail. Ceci peut entraîner une insuffisance cardiaque congestive, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des lésions rénales, des anévrismes, voire le décès. Plusieurs facteurs peuvent causer une élévation constante de la pression artérielle, particulièrement ceux qui rétrécissent les vaisseaux sanguins. Pour traiter l'hypertension, on peut prescrire une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou ARA2. En se liant au récepteur AT1 des cellules musculaires lisses vasculaires, ces médicaments bloquent la liaison de l'angiotensine 2 qui ne peut plus contracter les cellules musculaires lisses. Le résultat final est que les ARA2, empêchant la fermeture des vaisseaux, maintiennent une pression artérielle normale. Comme pour tous les médicaments, des effets indésirables peuvent survenir lors de la prise.
Il est important de toujours consulter votre médecin concernant les médicaments antihypertenseurs. Voilà, merci à Ruse pour la recherche concernant ce tutoriel qu'on a suivi sur l'hypertension artérielle. À présent sur le plateau, des astuces pour vous, des astuces que vous pouvez utiliser au quotidien pour bien vous gérer. Et ce sera avec Dr Banabé Salanon, qui est cardiologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt. Allez, bonsoir Yasmine Damata. Assume Simplice Gaba, bonsoir. Mes téléspectateurs, bonsoir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Damata. Vous n'êtes pas hyper tendu, j'espère. Et c'est le docteur qui me dira, mais c'est pas docteur, je suis tendu. Je suis hyper tendu là. Non. Est-ce qu'on peut le savoir comme ça? Certainement pas, à moins d'être. Donc il n'y a pas de signes visibles. Non, l'hypertension artérielle n'a aucun signe spécifique à elle. Mais amis téléspectateurs, vous avez compris, aujourd'hui on parle d'hypertension artérielle. La journée c'est pour demain, mais aujourd'hui on vous en parle déjà avec Dr Banabé Salanon. Dites-nous docteur, c'est quoi déjà une tension? Bon, la tension artérielle, bien sûr. Merci Madame Damata. La pression artérielle ou tension artérielle, c'est l'énergie ou la force qui fait déplacer le sang dans les artères contre les parois de l'artère. Si vous prenez de l'eau dans un bol que vous déposez, l'eau sera dormante, elle ne pourra pas bouger. Il faut de l'énergie pour la faire circuler éventuellement. C'est comme l'eau passe dans les tuyaux. Dans les tuyaux, de la SNED. Exactement, Voilà. comme également dans les cours d'eau. Dans les cours d'eau. Voilà. Okay. Donc, c'est ce qu'on appelle tension artérielle. Donc, c'est la vitesse. Pas la Ou vitesse. l'écoulement du sang dans les parois. C'est l'énergie qui fait Bouger. qui fait mouvoir le sang Le sang. Dans les veines. contre les parois Les parois. artérielles. Ok. Alors quand est-ce que cette tension devient élevée? Qu'est-ce qui amène cette tension à être élevée? Voilà, ici, si nous sommes présents sur le plateau ce soir ou cet après-midi, c'est dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, le 17 mai, qui sera célébré demain. Et le thème retenu donc, à l'occasion de cette journée, c'est bien « Connais ta tension artérielle ». Ok. C'est en s'intéressant à sa tension artérielle qu'on pourrait être amené à voir qu'elle n'est pas normale. Et donc, parler de tension artérielle élevée ou d'hypertension artérielle, selon le cas. Selon le cas. Et la tension normale, c'est quoi en réalité? La pression artérielle normale chez le sujet adulte de 18 ans et plus est de 140 mm de mercure, de 140 sur 90 mm de mercure. 140 sur 90. 90 Parce qu'on voit mm de souvent, mercure. c'est souvent deux chiffres qui sont C'est donnés. toujours deux chiffres de pression artérielle. Voilà. Le premier correspond au niveau de pression artérielle lorsque le cœur se vide. Donc, dans les artères. Dans les artères On l'appelle encore pression artérielle systolique. systoliques. Et le second chiffre correspond au niveau de pression artérielle lorsque le cœur est en train de se remplir. Ok. On parle également de pression artérielle diastolique. Donc, quand le cœur se vide, ça doit être à 140. Quand il baisse, Et quand il baisse, ça se fait 90. Inférieur à 140 sur 90 mm de mercure. Ok. Ok. mais une tension élevée, comment déjà savoir que sa tension est élevée? Très bien. Vous voyez pourquoi le thème de la journée est un thème extrêmement important. Il faut s'intéresser à ces chiffres de pression artérielle. Au moins une fois par an lorsque elle est normale, lorsqu'on n'a pas d'histoire familiale d'hypertension artérielle, ou lorsque on n'a
aucune autre pathologie cardiaque ou autre pouvant amener la pression artérielle à s'élever. Une fois par an, vous voyez, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, mais que faire alors quand on sait déjà que sa tension artérielle, qu'on est hypertendu? Non, quand on est hypertendu, d'abord il faut en prendre conscience, pleinement. Parce que l'hypertension artérielle, qui se définit comme des chiffres de pression artérielle supérieurs ou égaux à 140 sur 90 mm de mercure, soutenus et en permanence, est le plus puissant facteur de risque des maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de décès dans le monde. Oui. Parce que c'est ça qui booste les chiffres de mortalité cardiovasculaire. Quand on sait qu'on est hypertendu, hein, je dis d'en prendre conscience et se fait prendre en charge. La prise en charge n'est pas que médicamenteuse, loin s'en faut. Il y a toute une série de modifications de mode de vie qui l'accompagnent et qui ont un intérêt certain. Alors, quelles sont ces modifications-là, alors, au niveau... Déjà, oui. Il faut réduire la consommation de sel. Oui, important. Par habitude, nous surconsommons le sel. Et la surconsommation de sel est intimement impliquée, liée à l'élévation de la pression artérielle. Le sel, ce n'est pas toujours le sel de cuisine. Les bouillons d'assaisonnement sont le grand danger aujourd'hui. Nid de sel, c'est un nid de sel. C'est un nid de sel, il n'y a que ça. Je vais appeler le nom comme les cubes. Oui, les bouillons cubes. Magie, Cube, Yaiboni, ainsi de suite. Il y a tellement sur Pas le marché. de marque à appeler Yasmine. Ce n'est pas des marques, hein, c'est des surnoms qu'on donne à ça. Vous imaginez, on en vend quotidiennement 100 millions en Afrique. Donc on en consomme vraiment 100 assez. millions en Afrique. Il faut nous en éloigner. Donc réduire la consommation de sel, ça a donné à des exercices physiques, aérobiques, le gold star, le gold standard. Donc dans ce domaine, c'est la marche rapide. Oui. 30 minutes quotidiennement, ou à tout le moins 3 à 4 fois par semaine. Donc, lutter contre la sédentarité. Stop au tabac, ici et maintenant, pour ceux qui fument. Éviter de grossir ou s'inscrire dans un programme, dans une dynamique de normaliser son poids pour ceux qui sont en surpoids ou obèses. Éviter l'abus de l'alcool. Donc ces choses-là sont à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Il suffit de s'y essayer, vraiment de s'engager pour gagner quelques millimètres de mercure sur les chiffres de tension artérielle. Donc, on peut faire un récapitulatif et réduire la consommation du sel. Il faut se soumettre à un exercice physique au moins 30 minutes par jour ou 4 fois dans la semaine. C'est ça. Et puis, stop tabac, stop alcool. Et puis, se mettre dans une dynamique pour baisser vraiment son poids quand on est en surpoids ou quand on est obèse. Je pense que j'ai tout énuméré. Oui, vous aurez tout énuméré. Quand j'aurai ajouté les fruits, la consommation des fruits et des légumes. Mais comment consommer quand on est hypertendu, les fruits et légumes? Comment les consommer? Tout le temps, à tout moment? Oui, c'est ce qui est conseillé, c'est à peu près 5 fruits et légumes, donc différents par jour. Ça correspond à peu près à 400 grammes de fruits et légumes. Mais la consommation d'eau n'aide pas à l'hypertendu? Pardon? La consommation d'eau, ça ne l'aide pas? Absolument pas. Tout le monde se désaltère, boit. Donc on peut boire, puisqu'on consomme beaucoup de sel. Non, justement, il faut maintenant faire marche arrière.
Juste réduire la quantité de sel. Il faut réduire. Nous en consommons jusqu'à 15 grammes et au-delà. Or, ce qu'il nous faut, c'est pas plus de 5 grammes, moins de 5 grammes. Ça correspond à peu près à une demi-cuillère à café de sel. Par jour ou dans le repas? Par jour. Et ça suppose donc qu'il ne faut plus mettre un seul grain de sel dans la sauce, sur le feu. Ah, si on vous en consommez combien par jour le sel? Je ne sais pas. On mange parce qu'on doit manger. Il faut l'évaluer d'abord. Ils ont compris. Hein. Donc c'est essentiel d'essayer de s'approprier. Tous les repas sont hyper salés alors. Hyper salés. Lorsque vous mangez une boîte de conserve, c'est que vous avez surconsommé du sel. Lorsque vous buvez un verre de soda, c'est que vous consommez du sel. Quand vous buvez un verre de bière, vous consommez du sel. Merci docteur pour toutes ces informations. Assoum Gaba, on a compris. Hein. C'est important de connaître ces chiffres de tension. Parce que faut faire ça ne coûte rien et c'est en contrôlant sa pression artérielle qu'on peut découvrir que les chiffres ne sont pas normaux. Et en ce moment, essayer d'éviter le sel, de faire plus de sport, éviter l'alcool, éviter le tabac. Mais essayer d'aller voir un médecin. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci Yasmine Damata. À très bientôt. Nous allons rejoindre Jennifer Sativi et son invité. On va lire un peu, mais cette fois-ci à la vitesse du digital. Ah oui, c'est une séance de lecture qu'on vous offre ce soir sur Horizon Culture. Mais cette fois-ci, c'est à la vitesse, bien sûr, du numérique, du digital, si vous voulez. Puisqu'on va parler des livres électroniques, on va parler, pourquoi pas, des bibliothèques numériques, pourquoi pas. Tout ça, c'est sur Horizon Culture ce soir. Mais avant, on suit d'abord le reportage. On revient. Le livre est un assemblage de plusieurs feuilles servant de support à un texte manuscrit. Depuis des millénaires, il a permis d'améliorer la qualité d'accès et de portabilité de l'information. Pour cette qualité qui lui est intrinsèque, lire des ouvrages est on ne peut plus une nécessité. Recommandé dès le bas âge, pour ceux qui s'y adonnent, le résultat est souvent concluant. La lecture, pour moi, c'est une passion parce que depuis le bas âge, j'aime la lecture, j'aime lire. Ça fait voyager aussi la lecture. La lecture permet d'abord de se cultiver, de se distraire, mais c'est également de développer sa capacité intellectuelle à réfléchir et à faire des analyses. Dans la perspective de faire du monde un village planétaire, le livre n'a cessé sa mutation. Du papyrus au parchemin, du parchemin au papier au livre, l'ère du numérique apporte sa touche particulière. Le livre numérique. Le livre, c'est un outil pédagogique de premier plan. Nous avons deux types de livres numériques qui sont les livres sur tablette, plus adaptés aux individus qu'aux institutions, et les livres numériques en ligne qui ont un niveau hautement scientifique, qui permettent la recherche et qui sont adaptés aux universités. Les livres physiques sont ancrés dans les habitudes. Nonobstant l'utilisation quotidienne des smartphones, l'emploi des livres numériques tarde à être adopté chez certains. Je n'aime pas les livres en ligne. Pour moi, c'est une sorte de distraction. Mis à part les histoires et leçons de vie dans des groupes sur les réseaux sociaux, je préfère lire les livres de vue. J'aime les livres physiques parce que ça me permet d'être un peu plus concentrée. Et la luminosité des écrans ne m'arrange pas trop quand je fais la lecture en ligne. Quand j'ai les bouquins devant moi, je suis non seulement concentrée, mais je peux également souligner les mots, aller chercher les sens, garder et revenir encore lire. Mais sur les écrans, ce n'est pas trop pratique pour moi. Pas trop pratique, certes. Pour certains, c'est une évidence. Aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation. C'est ce qu'aiment les jeunes. La littérature en ligne pour lire les livres. Par exemple, moi, ce que moi je fais, les livres en ligne. Et je vais aussi dans les librairies. Même si les livres électroniques existent, les livres physiques demeurent et s'imposent. Leur emploi conjoint ne peut être qu'un atout.
En tout cas, chacun a son avis sur la question quand on parle de livres physiques, livres électroniques. Chacun a son avis par rapport donc aux avantages. Est-ce que l'un ou l'autre offre, pourquoi pas. Alors, on revient en plateau pour parler bien sûr des livres électroniques avec Fabron Bill Yokluno. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. L'écrivain, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Jennifer Sativi. Bonsoir Assimi Gaba. Jennifer Sativi d'Atiémé, c'est ça, hein? Il faut noter ça surtout. C'est ça. J'aime particulièrement Atiémé. N'est-ce pas? On parle de livres électroniques aujourd'hui. On sera dans d'autres bibliothèques électroniques. C'est désormais à la vitesse du digital que ça lit. Tout à fait. Donc, on peut dire dans notre bibliothèque digitale ou virtuelle, si vous voulez. Donc, on reçoit Fabroni, Bill, Yokluno. Fabroni. Voilà. Ah, c'est ça. C'est voilà. Fabroni. Ah ouais, j'avais lu Fabron. Non, c'est pas Fabron du tout. Donc, il est écrivain et il a aussi un blog littéraire. Et voilà, il est, je dirais, des deux côtés. Bonsoir. Bonsoir Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Ma première question pour vous. Déjà, à l'ère, comme on l'a dit dans le reportage, on est à l'ère de la mondialisation du numérique. Est-ce que vous pensez que la lecture est toujours une passion, un loisir, un hobby pour les gens? Merci Jennifer pour la question. Je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Je dirais d'abord que ça dépend d'où on se retrouve, à quel niveau on se retrouve. Entre-temps, on avait pour passion ou pour distraction la lecture parce qu'il n'y avait pas assez de chaînes de télévision à regarder, il n'y avait pas de centre de jeu où on pouvait aller jouer par exemple. Mais aujourd'hui, ça a changé, on a beaucoup plus de distractions. La lecture n'est plus nécessairement en première position à travers les distractions, sur le plan des distractions. Donc du coup, l'intérêt à lire a diminué, où les gens ne lisent que les livres strictement au programme. Donc ça a chuté, qu'on veuille ou pas. Oui. D'accord. Donc, mais on remarque que de plus en plus, il y a des livres électroniques. Et dès qu'un auteur sort son livre, il pense directement à la version électronique. Est-ce que c'est plus pour toucher la cible? Merci. On dit aujourd'hui que la génération actuelle est une génération Y, Z même, une génération tête baissée parce qu'il y a l'outil numérique, le téléphone portable, la tablette, les PC. Et on nous appelle les natifs du numérique parce qu'on est né avec Internet. Donc, c'est un avantage, on peut en profiter. Du coup, les auteurs qui savent que le numérique est très prisé de la jeune génération veulent aller sur ce terrain-là et risquent de numériser leurs livres. Du coup, on a trois types de livres numériques. Il y a le premier type qui est un type homothétique. Là, l'auteur a déjà écrit le livre, mais il scanne toutes les pages intégralement qu'il numérise et met à la portée des internautes, des lecteurs. Donc, le deuxième type, c'est le type enrichi, c'est-à-dire le livre a été conçu juste... Bon, il y a la version papier, mais il y a également la version numérique. Ce n'est pas scanné. Donc, c'est le PDF. Le troisième type, c'est un type uniquement numérique. Il n'y a pas la version papier. On écrit juste. Et là, on retrouve des histoires sur Wattpad, d'autres sites de lecture où c'est des livres uniquement numériques. La version papier n'est jamais sortie. Du coup, c'est un avantage pour les auteurs de se faire lire sur le numérique parce que plus de la moitié des jeunes utilisent Internet et même les parents utilisent Internet. Et on a plus de temps, plus de facilité à utiliser un livre numérique qu'un livre papier. Ok, dernière catégorie, s'il vous plaît. Non, la raison, c'est pour la cible. La cible, mais il y a aussi la maniabilité. Il y a la maniabilité. On peut utiliser le livre numérique partout. Je peux lire sur le plateau, mais nécessairement, je ne peux pas apporter nécessairement le livre. La Bible, je ne peux pas l'apporter ici maintenant parce que c'est volumineux. Or, le livre numérique, peut-être la Bible que j'ai à 5 000 francs, je l'ai peut-être en ligne en vente à 1 euro, peut-être 650 francs CFA. Et quand je le prends, je peux le transporter partout. En voyage, dans le bus, je peux le lire, le manier, tout à faire. Mais cela aussi a des conséquences. Ok. Est-ce que l'objectif est quand même atteint? Si c'est pour toucher la cible, est-ce que l'objectif est atteint? Parce que des fois, vous voyez des livres en ligne, on met 1 euro, je sais pas, 30 euros. Pour ceux qui ne savent pas acheter en ligne, je ne sais pas, est-ce qu'on peut dire que l'objectif est quand même atteint? Merci. L'objectif est atteint dans certains pays. Mais il faut différencier. Au Bénin, on n'est pas très habitué à la vente en ligne parce que c'est maintenant qu'on développe avec les systèmes des réseaux de téléphonie mobile. Je ne vais pas donner le nom d'un réseau ici. Mais en Europe, dans les pays occidentaux, même dans les pays maghrébins, je crois l'objectif
est presque atteint parce que la vente en ligne est très développée. On peut scanner avec sa carte bancaire et acheter un livre rapidement. Donc, mais aussi, il faut voir un autre critère. Le critère, c'est quoi? Quand on met un livre en ligne, c'est nécessairement pour permettre à ceux qui sont sur un territoire étranger à celui de l'auteur d'y avoir accès. Okay. Un Français qui publie un livre, peut-être le coût pour ramener ce livre au Bénin, c'est élevé. Donc, l'extranéité compte. Le livre qu'on a publié aujourd'hui, on peut le mettre en ligne demain. Et celui qui est au Bénin, il lit un livre de Madame Obama, même au Bénin, alors que le livre est sorti seulement il y a quelques jours. Donc, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte afin de parler de l'objectif atteint. Au Bénin, c'est clair que quand vous mettez votre livre en ligne, l'objectif ne sera pas atteint très tôt, à moins que vous le mettiez en ligne gratuitement. Là, on peut parler d'objectif. On remarque que certains écrivent quand même sur certains réseaux sociaux, les chroniques. Oui. On prend plaisir à lire sans payer. Tout à fait. Bien sûr, mais non, même si Internet comme vous payez la connexion. Ils rentabilisent autrement ou peut-être ils font des fins ou des... Écoutez, l'auteur, l'écrivain, il a une vocation. La première vocation, c'est de faire connaître son histoire. J'écris pour faire connaître mon histoire. Mais qui travaille à l'hôtel doit vivre de l'hôtel. Donc, quand il écrit, même s'il ne vise pas le gain, il espère ça en retour. Maintenant, il y a d'autres moyens pour pouvoir rentabiliser. Pour rentabiliser, peut-être en Europe, le meilleur moyen, c'est de le mettre en ligne, contrairement au livre physique. Mais au Bénin, c'est le contraire. Le livre physique, et il ne faut pas le vendre cher. Du coup, quand vous ne vendez pas cher votre livre physique, beaucoup l'achètent, mais il ne suffit pas de l'acheter. Il faut le lire. Alors, vous avez quand même suivi les gens. Bien sûr. Il faut le lire, effectivement. Il faut le lire. Vous avez suivi les intervenants dans le reportage tout à l'heure qui parlaient des problèmes de santé liés vraiment à l'œil, quand il faut lire un livre sur... Ça, là, nous abordons les conséquences des livres numériques, des e-books. D'abord, tout le monde n'a pas une tablette ou une liseuse ou un grand téléphone portable pour pouvoir lire. Quand vous avez un petit téléphone portable comme le mien, et pour le lire, c'est difficile. Il faut pouvoir zoomer pour avoir... Et là, vous perdez plus de temps. Et quelqu'un, l'une des interviewées a dit qu'elle n'est pas concentrée quand elle lit un livre électronique. C'est normal. Quand vous le lisez avec votre téléphone portable, c'est susceptible qu'un message vienne à tout moment, que vous soyez détourné de votre lecture, et vous ne notez pas comme vous voulez. Encore que sur les e-books, sur les liseuses, il y a un dispositif qui permet de noter, d'annoter, de prendre des citations, mais aussi l'avantage... Mais que tout le monde ne sait pas souvent. Tout le monde ne sait pas, tout le monde ne connaît pas comment cette fonctionnalité-là. Mais l'avantage aussi avec les e-books, ce n'est pas une conséquence. Quand vous avez un mot qui vous semble difficile, vous avez déjà un dictionnaire numérique sur votre téléphone, vous pouvez chercher. Avec le livre physique, ce n'est pas si évident. Mais il ne faudrait pas chercher à savoir quel livre est plus avantageux que l'autre. C'est justement la question que j'allais vous poser. Parmi les livres physiques et les livres électroniques, qu'est-ce qui profite le plus à l'écrivain? À l'écrivain. Je crois, j'ai déjà parlé tout à l'heure de l'extranéité. Quand vous êtes un écrivain étranger, ce qui vous profite le plus, ce n'est pas le livre physique, c'est le livre numérique. Là, ça voyage plus vite. Mais quand vous êtes sur votre territoire, il vaut mieux promouvoir le livre physique parce que là, ça peut aller dans les bibliothèques. Encore qu'aujourd'hui, on parle des bibliothèques numériques, on parle des bibliothèques mobiles, on parle de la littérature numérique et c'est très important. Tout à l'heure, M. Garba, c'est ça, a dit qu'on est en train de former l'archivage pour les livres. Le livre numérique participe fortement aux archives. Le livre physique peut se détruire suite aux intempéries, alors que le livre numérique profite beaucoup plus. Donc, les avantages sont partagés de toute façon. Okay, juste en 30 secondes, moi, pour certaines personnes peut-être qui se disent quand je lis le livre physique, je voyage un peu plus, on se demande ce qu'il y a dans le livre physique qu'il n'y a pas dans le livre électronique et vice-versa. 30 secondes. C'est une œuvre d'esprit, le livre physique. L'écriture, c'est une œuvre d'esprit. Donc, l'esprit de l'auteur, si on peut le dire, accompagne. C'est une histoire d'amour. Quand vous tenez un livre, moi j'ai eu beaucoup plus de sensations en tenant un livre physique que le livre numérique. Le livre numérique, je peux l'avoir à tout moment, mais quand je sors l'argent, je vais à la librairie, je vais dans une bibliothèque pour tenir le livre. C'est une histoire. Il y a une sorte de connexion. De connexion avec l'auteur. Merci. Ah ouais, j'aime ça. J'aime le mot. Une sorte de connexion avec l'auteur. Donc on est connecté à l'auteur. Et vous préférez lequel? Les deux. Je préfère le physique
quand j'ai les moyens de le prendre rapidement à la librairie. Je préfère le numérique quand c'est un livre vieux. Il y a certains livres vieux, vous n'avez plus la version physique. Et quand vous avez la chance que ce livre est mis sur Internet, vous pouvez le télécharger gratuitement parfois. En tout cas, merci pour le développement que vous avez fait sur le plateau. Merci. Et Fabroni, à très bientôt. Merci. À vous. Merci Jennifer. Merci à Siom et merci à notre invité qui a apporté toutes ces informations utiles. On se retrouve la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, mais vous serez déjà là demain. Oui, avec Heureuse Danondé, c'est ça. Le grand rendez-vous va continuer avec Nadège Sani qui représente la rédaction de BB24 ce soir. C'est pour le journal. 19h45, chez vous. Bienvenue dans le 1945. Bonsoir à tous. Les chercheurs scientifiques et les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi veulent réellement se mettre au service du développement pour le bien-être des populations. Ils se sont retrouvés cette semaine pour réfléchir sur les défis à relever. Accepter les différences pour vivre dans un esprit de paix et d'harmonie, c'est l'esprit même de la journée du vivre ensemble. Elle est célébrée le 16 mai de chaque année. La trisomie 21 est une maladie chromosomique congénitale. Même si on ne peut encore guérir le mal, une prise en charge existe et peut améliorer la mémoire et l'attention des trisomiques. Les acteurs du monde scientifique béninois se sont réunis cette semaine à l'université d'Abomey-Calavi. Leurs discussions ont porté sur la recherche scientifique au sein des universités. L'objectif de ces rencontres est d'intensifier la collaboration interuniversitaire et accélérer l'innovation scientifique. Simon Villon, Rebecca Adjinako. L'idée d'établir une coopération entre innovateurs a pris corps en novembre 2018. Elle s'est concrétisée cette année à travers la tenue des journées de coopération interuniversitaire et de l'innovation technologique, JCIIT. À l'occasion, le recteur de l'université d'Abomey-Calavi a rappelé le contexte dans lequel les dites journées sont organisées. Depuis plusieurs années, l'UAC s'est mise en devoir de s'ouvrir au public par la tenue régulière de plusieurs événements. Et en 2018, nous avons retenu que les objectifs poursuivis par la coopération interuniversitaire à l'UAC pouvaient converger. La création des journées de la coopération interuniversitaire et de l'innovation technologique vise donc à mettre en lumière les retombées de la coopération à l'UAC et leur mise en valeur au profit de la recherche scientifique et technologique. Le directeur du cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, pour sa part, a réitéré le soutien du ministère à cette initiative qui plus est une avancée dans le monde scientifique au Bénin. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se retrouve parfaitement dans cette noble vision de l'université d'Abomey-Calavi qui est également partagée par l'ensemble des universités publiques et privées du Bénin. Je voudrais vous souhaiter de passer de bons moments durant cet événement, de nouer de partenariats intéressants et de faire la promotion de la recherche scientifique comme un véritable moyen d'obtenir le développement du Bénin. Les journées de la coopération interuniversitaire et de l'innovation scientifique mettront sous les feux des projecteurs les différentes réalisations de l'université d'Abomey-Calavi. Ce sera à travers des communications, des ateliers, des foires de découverte scientifique effectuées par les chercheurs de cette université. Aujourd'hui, 16 mai, la communauté internationale célèbre la Journée internationale de la lumière. La lumière est un phénomène physique qui peut produire une sensation visuelle. Nous avons deux sources de lumière, la lumière naturelle produite par le soleil, la lune et les étoiles, et les lumières artificielles que sont les bougies, le feu et les lampes
électrique. Sans lumière, tout serait au ralenti. C'est d'ailleurs ce qui a motivé l'UNESCO à instituer une journée internationale de la lumière. Elle permet à l'homme d'apprécier la lumière et le rôle central qu'elle joue dans le secteur des sciences, de la culture, des arts, de l'éducation et du développement durable. D'une journée à une autre, ce 16 mai est également dédié au vivre ensemble dans la paix. C'est une occasion qui doit être saisie par tous pour que les différences soient mises au service de l'unité. C'est aussi un moyen de mobiliser les efforts de la communauté internationale en faveur de la paix, de la tolérance et de la solidarité. Et pour y arriver, la jeunesse a un rôle important à jouer. Fortuné Ahuissou est un jeune leader. Il parle de la journée au micro de César Achadé et Amandine Anirboussou. Le vivre ensemble pour la paix constitue de promouvoir la paix dans tout son ensemble à partir des actions que nous pouvions mener au niveau national et sous-régional. Et le vivre ensemble se vit d'une manière qu'on appelle exponentielle, parce que chaque jour, les relations qui se créent au niveau national et international. Le vivre ensemble peut se retrouver dans l'aspect familial, car le vivre ensemble se vit déjà à partir de nos foyers et au-delà de nos foyers constitue déjà un atout favorable pour l'implication et rentre dans l'aspect d'intégration. C'est vraiment facile de vraiment vivre ensemble et si nous arrivons à respecter les principes du vivre ensemble. Il y a la solidarité, la tolérance, la justice et la responsabilité. Ces quatre principes, si ces quatre principes sont respectés, vous verrez que aucun de nous allons piétiner l'autre dans ses actions ou dans ses valeurs. Et comme ça, et chaque fois que nous allons nous retrouver au sein d'une institution, on va toujours faire valoir ces principes, ces valeurs pour pouvoir atteindre les objectifs ensemble. Le rôle de la jeunesse dans tout ça, d'une façon harmonieuse, s'impliquer davantage dans des processus comme par exemple les forums qui s'organisent au niveau national ou qui regroupent les différentes sortes d'ethnies pour qu'ensemble ils puissent avoir des projets communautaires afin de se sentir ensemble et de vivre ensemble dans des projets. La trisomie 21 est une anomalie chromosomique qui se traduit par une déficience intellectuelle et un retard dans le développement. Elle se transmet génétiquement et présente les caractéristiques similaires d'un enfant à un autre. Même s'il existe des facteurs favorisant la maladie, peut être prise en charge et médicalement suivie. Igor Ayosso, Marianne Bossemili. Physique semblable, très identique. Ces enfants ne doivent pas leur ressemblance à des grossesses jumelaires, mais à un mal commun, la trisomie 21. C'est une anomalie génétique et non une maladie. Cette anomalie est liée au chromosome, le 47e, donc un autre chromosome, qui viendra se fixer maintenant sur le chromosome 21. Un chromosome supplémentaire qui bouleverse la constitution et le développement normal du fœtus. Les conséquences à la naissance sont visibles. Et la morphologie et la faculté mentale de l'enfant, tout les différencie. D'abord, ils ont un cou qui est plus court que d'habitude et le dos du crâne qui est plat. Ils ont souvent un petit nez qui est avec les narines retroussées. La bouche est souvent ouverte, avec la langue qui est un peu protuse et qui semble grosse. Lorsqu'on regarde la paume de leur main, ils ont juste une ligne transversale, alors qu'habituellement, nous tous, nous en avons au moins 3. Donc, et ils ont des mains avec les doigts un peu courts, un peu trapus, et la même chose aussi au niveau des pieds. Les enfants ont une déficience intellectuelle. Ils ont du retard à parler, ils ne parlent pas bien, ils ont du mal à comprendre, du mal à analyser les situations, du mal à s'adapter. On sait que les hommes qui sont trisomiques sont stériles.
Par contre, une femme trisomique a 50%, je sais pas, de risque, on va dire, de faire un enfant trisomique. Maladie génétique donc, ni contagieuse, ni héréditaire selon les spécialistes. Toutefois, il y a des facteurs favorisants. Cette malformation survient généralement chez les femmes âgées. Au Bénin, essentiellement, les études ont montré qu'une femme, après 25 ans, a un risque sur 700 ou 1 sur 1000 pour faire des enfants trisomiques. Mais plus l'âge avance et plus le risque est plus important. Mieux vaut donc s'y prendre tôt pour éviter des complications congénitales. Ces enfants à caractère particulier ont besoin de plus d'attention et d'accompagnement. Lorsqu'on s'en occupe bien, on améliore leur qualité de vie et on améliore aussi leur espérance de vie. Parce qu'ils vieillissent très, très vite, mais ils peuvent aller au-delà de 50 ans. Une espérance de vie qui est fonction du soutien. Les parents doivent donc faire attention à tout élément ou signe inquiétant concernant les enfants. Lorsque un parent découvre que son enfant n'évolue pas comme les autres, qu'il ait le courage de venir voir un médecin pour qu'on puisse lui expliquer exactement de quoi il s'agit et ce qu'on peut offrir à cet enfant-là pour lui permettre vraiment de se développer assez bien aussi. Hors du Bénin, le Congo va bénéficier d'un appui de 2 milliards de dollars, soit environ 1200 milliards de francs CFA de la part de la Banque africaine de développement pour soutenir le programme national de développement. L'annonce de ce financement a été faite par Akinwumi Adesina, président de l'institution. Cette nouvelle aide devrait faciliter la mise en œuvre du programme national de développement 2018-2022 du gouvernement congolais. Un nouvel accord devrait d'ailleurs permettre d'accorder un appui budgétaire de 280 millions de dollars évalué à plus de 140 milliards de francs CFA en faveur du gouvernement. Ceci devrait faciliter les réformes structurelles prévues pour stabiliser une économie qui tourne au ralenti depuis plusieurs années. Parlant toujours du Congo, plusieurs jeunes Congolais ont quitté leur terre natale pour s'installer au Cameroun. Dans ce pays d'Afrique centrale, ces jeunes expatriés mènent sans difficulté des activités génératrices de revenus. Oswald Medung de la CRTV. Difficile de donner une estimation exacte de leur nombre. Il serait plusieurs milliers ces Congolais qui ont choisi la capitale économique du Cameroun comme terre d'accueil. Par rapport au Congo, nous n'avons noté aucune excroissance, aucun problème saillant entre les habitants de la ville de Douala et les ressortissants du Congo. Au contraire, ce sont les Doualais, comme les autres, qui se confondent à la population sans qu'il y ait des problèmes particuliers. Une terre d'opportunités que plusieurs ont foulée pour la première fois depuis des décennies. Toute une vie pour certains. Il y a 5 ans seulement que Junior a quitté sa terre natale du Congo. Les sirènes d'un lendemain meilleur l'ont conduit à Douala. Et ici, il a trouvé ses marques. C'est le travail qui m'a amené ici. Le travail dans l'esthétique. Mon ambition m'a amené ici, là. Je suis venu pour le travail. On n'a pas les complexes entre les Camerounais et les Congolais. Les côtés là, il n'y a pas de problème. La communauté camerounaise se porte très bien. On est ensemble, on est en communion. Donc à tout moment, on se dit des choses. On boit ensemble, on marche ensemble, on mange ensemble. Donc on est vraiment en même morale avec eux. La légendaire chaleur de l'accueil de Douala a fait son effet sur des milliers de Congolais des deux bords du fleuve Congo. Les activités qu'ils mènent ici sont aussi diverses que variées. Le commerce, mais davantage les métiers artistiques. Le restaurant 18e arrondissement à Akwa, point de passage obligé pour la communauté congolaise de Douala. C'est aussi le cadre d'expression d'un groupe d'artistes congolais. Le Sim Sim International est en pleine répétition. Leur playlist revisite chaque week-end les classiques congolais et camerounais qui font le bonheur de plusieurs mélomanes, définitivement conquis par la musique congolaise.
Fin de ce journal. Merci de votre fidélité à la chaîne du développement. Merci beaucoup à vous, Nadège. Vous avez dansé ça? Emma Yeboé, Takupola. Emma Yebo. Ah, je ne savais pas que vous saviez très bien chanter. Ça. Bien sûr, Assiom Gaba. J'ai aimé ce reportage-là. Merci beaucoup à vous pour la présentation. Rendez-vous jeudi prochain, c'est ça, hein? Bien sûr, Assiom Gaba. Bonne soirée. Merci à vous. Vous allez bonne manger soirée. Couscous comme d'habitude, c'est ça, hein? Bien sûr, Assiom. Et donc, je profite de l'occasion pour souhaiter joyeux anniversaire à Heureuse Damondé. Ah oui, j'avais parlé de couscous. C'était chef, vous devez manger pour cet anniversaire-là. Merci à vous, Assiom. Donc, heureuse, tout le monde vous attend pour chef tout à l'heure. On se retrouve juste après le grand rendez-vous qui reste à vous livrer, bien sûr, son tout dernier plateau ce soir, mesdames et messieurs, c'est Monde agricole. On va parler gingembre, on va parler curcuma. Vous allez le voir, on va vous amener carrément dans un laboratoire ce soir sur Monde agricole. Bienvenue sur le grand rendez-vous Monde agricole ce soir. Ça parle de curcuma, ça parle de gingembre, de produits qui se ressemblent mais qui ont des différences quand même, surtout sur le plan de l'utilisation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On suit d'abord le reportage. On revient maintenant en plateau pour en parler. Le gingembre et le curcuma, deux épices de la famille des Zingiberaceae. Respectivement de couleur jaune et orange, ces deux assaisonnements sont utilisés à des fins diverses. Variété notre là ça mélange à ça d'adessi nous on mélanger couteau noir nous ça d'anoir et ba ruina nuire curcuma chan nous sur arran là ça d'amon belana couleur jaune. Aucun doute, le marché de commercialisation du gingembre et du curcuma existe au Bénin. La production à grande échelle, quant à elle, reste moins développée. Le système de conservation de ces deux épices reste identique même si leur utilisation dépend des circonstances. Originaire de l'Inde, le gingembre et le curcuma sont deux épices qui se produisent sans grande difficulté. Ah oui, et vous allez nous montrer comment on produit donc le curcuma, le gingembre tout à l'heure. Il paraît que c'est la même procédure qu'il faut pour donc produire du curcuma et du gingembre. Bonsoir, Marcel Betoro. Assiom Gaba, bonsoir, téléspectateurs, bonsoir. Vous étiez au marché dans ton coin, dans les rayons ou les couloirs de vente de curcuma et de gingembre. On a vu gingembre, on a vu curcuma, deux produits qui se ressemblent effectivement. Précisément à Maoulé, hein. C'est la partie réservée à la vente des épices au marché d'Antokpa. Au marché d'Antokpa. Et donc vous nous amenez carrément dans votre laboratoire. J'ai vu gingembre, j'ai vu curcuma, j'ai vu de l'eau, j'ai vu du sable. Tout ça, c'est pour nous montrer comment ça se fait. Et oui, on s'est dit qu'il faut quand même laisser papier, stylo et montrer quand même à nos chers amis téléspectateurs qu'on peut produire du gingembre ou du curcuma chez soi. C'est vrai que ces deux épices, ce sont deux épices qui ont
quand même, sur le plan morphologique, ils sont vraiment identiques. Il faut faire très attention pour se rendre compte de la différence qu'il y a entre ces deux. Je prends par exemple ça, c'est déjà le gingembre ordinaire qu'on utilise pour la cuisson, l'assaisonnement et même dont on peut extraire le jus. Et ça, par contre, c'est du curcuma. Vous voyez, sur le plan morphologie, couleur, c'est pratiquement la même chose. Pratiquement la même chose. Hein. Mais il y a une seule différence qu'on va découvrir tout de suite. Je prends par exemple, ça c'est le gingembre qu'on utilise pour l'assaisonnement. Quand je casse légèrement, doucement. Non, pas haut. Hein. D'accord, là, vous voyez à l'intérieur, vous avez quelle couleur? C'est un peu jaune. C'est un peu jaune. D'accord, on dépose ça tranquillement, on prend du curcuma et on va faire la même chose. Ah ouais, c'est comme de la carotte, c'est orange. Donc, la différence se situe au niveau de la couleur et au niveau de l'utilisation aussi, parce que le gingembre peut être utilisé pour assaisonner, mais par contre, le curcuma est utilisé pour donner plus de couleur. Vous voyez, c'est ça qui donne le curry. C'est de ça qu'on extrait le curry pour les bonnes dames qui font la restauration. Et même à la maison, vous pouvez l'utiliser pour colorer. Là, on ne peut pas du riz au curry. Exactement, quand vous entendez le curry. Et ça donne la couleur souvent un peu jaune. Un peu jaune. Voilà, ouais, ça se voit même à l'écran. Ouais, je vois ça déjà. Et il faut bien pur. Une épice qui est utilisée dans le cosmétique. On ne va pas entrer dans les vertus, mais déjà, c'est la différence, la grande différence au niveau de ces deux produits. C'est surtout à l'intérieur, au niveau bien sûr de la coloration. Donc, il faut faire beaucoup attention quand vous allez au marché. Il ne faut pas aller prendre du curcuma à la place du gingembre. Mais par contre, à Siom Gaba, la production de ces deux épices est identique. Ça se passe de la même manière. De la même manière et très facile encore d'ailleurs. C'est vrai que pour le cycle du gingembre, qui d'ailleurs a une odeur vraiment attirante, le cycle va jusqu'à 7, 8, 9 mois. Ça dépend. Et je dis, pour le curcuma du moins, pour le curcuma, ça va jusqu'à 6, 7, 8 mois. Mais par contre, pour le gingembre, déjà après 2 mois, 3 mois, vous avez du gingembre et vous pouvez le produire à la maison. Et c'est ce que nous allons essayer de montrer aux amis téléspectateurs. Alors, ça va pousser là tout de suite. On va passer 3 mois sur le plateau. Exactement. On a quand même des images pour montrer ce que ça donne. Juste pour vous taquiner. Voilà. Donc, pour faire la culture, la production du gingembre ou du curcuma, c'est simple et facile. Vous avez besoin d'un récipient ou d'un bocal. Bon, nous ne pouvons pas amener une grande bassine. Voilà. C'est pourquoi on a essayé juste de prendre ce petit pot-là. Vous avez votre petit pot. Vous pouvez faire par exemple la culture du gingembre ou du curcuma hors sol comme directement au niveau de la terre. Donc, on va essayer de faire une culture hors sol puisque nous sommes sur le plateau. Nous avons notre bocal. On va y ajouter du sable. On met du sable dans ce bocal-là jusqu'à un niveau où on est sûr de pouvoir vraiment mettre le gingembre et asperger après avec de l'eau pour que ça ne laisse pas paraître le gingembre tout de suite avant même que ça ne pousse. Donc, on a le bocal, on a le sable. On va essayer de mouiller un peu. D'accord. Le sable pour qu'il y ait un peu, pour que le sol soit humide. Oui. Voilà, légèrement. Bon, pour la production, on n'a pas besoin d'assez d'eau. Donc, vous avez le sol déjà mouillé, bien mouillé. Bien mouillé. Je prends par exemple le gingembre. Voilà. Juste comme ça. Juste comme ça. C'est-à-dire, vous avez une petite quantité, peut-être même ce que vous ramenez du marché pour faire la cuisine, il reste un peu. Vous coupez un peu. Tout simplement, vous n'avez pas besoin forcément d'aller chercher les graines de gingembre quelque part, non. Vous pouvez prendre votre petit morceau de gingembre déjà que vous avez à la maison. Ouf, on va bien enfoncer dans le sable. On peut creuser aussi, non? Oui, on peut creuser. Si on avait un grand bocal, c'est qu'on allait bien creuser. Voilà. Et on met dedans. On essaie de mettre le sable à la surface du gingembre, c'est-à-dire on ne doit pas voir le gingembre. Non, on ne doit pas voir le gingembre. Ça peut sortir après. Ça peut sortir après au fil du temps, ça peut sortir, mais tout de suite, c'est non. Donc, vous avez votre gingembre dedans. Et peut-être pour donner un peu plus... voilà. Il faut souvent... Donc, il faut arroser comme ça. Oui, il faut arroser comme ça. Pas trop d'eau. Si c'est dans un bocal, pas trop d'eau. Non, il faut percer alors pour que l'eau puisse chaque fois. Oui.
Sorti. Pour sortir. Mais, donc, vous voyez, c'est comme ça déjà. Donc, vous avez votre sol, bon, votre thé, je vais dire. Vous avez le gingembre dedans. Et on peut dire que c'est une production hors sol. Donc, comme ça, après 3 mois? Même avant 3 mois, vous allez commencer par pousser. Ça commence par sortir déjà la feuille. C'est vrai que ça sort une tige qui n'est pas trop longue. Vous voyez, c'est une petite tige avec des feuilles tout autour, à une distance de quelques 30 cm, 40 cm déjà. C'est bon. Et vous avez le gingembre qui commence par pousser en bas. Vous ne le voyez pas à vue d'œil. Donc, le gingembre ne pousse pas hors... Non, pas sur la feuille ni sur la tige, mais c'est beaucoup plus les racines. C'est les racines, justement. C'est les racines, en fait. Qui constituent le gingembre. Donc, comme ça, vous avez déjà du gingembre à la maison. Et c'est la même chose avec le curcuma. Je ne sais pas si on peut avoir des images avec le réalisateur. Seulement que la feuille du curcuma peut servir encore de décor à l'intérieur parce que ça a des fleurs. Ça a des fleurs. Par contre, le gingembre n'a pas de fleurs. Non, vous avez juste des feuilles de couleur verte au niveau du gingembre. Mais le curcuma a des fleurs. Et souvent d'une couleur rose. Vous pouvez embellir votre salon avec. Ouais, voilà le curcuma poussé. Ça, c'est la racine. On vient donc de déraciner. Hein, exactement. Je pense, ce qu'on a vu. Exactement, on vient de déraciner. Voilà, et là, c'est du gingembre. La petite feuille qui doit sortir. Voilà, juste tout simplement. Voilà, quelques jours. Quelques semaines, 2 semaines déjà, vous voyez. Voilà. Ça sort très bien, oui. Ok, ça se voit. Ça sort. Je vois bien, donc ça sort comme ça. Exactement, et puis, petit à petit. Petit à petit, et ça va commencer par produire d'autres gingembre. Voilà. Ça, c'est le curcuma, par contre. Voilà. Le rose qui vient de passer, ça, c'est du curcuma. C'est du curcuma. Et avec ça, vous pouvez embellir votre salon. Tout simplement. Donc, vous avez du curcuma dans le pot en bas, et puis jolie fleur en haut. Au salon, tout simplement. Ça, c'est super. Voilà, vous pouvez faire donc du curcuma chez vous, même dans votre salon. Et ça, c'est beaucoup plus le sol de couleur noire qui est recommandé. Parce que c'est la terre noire, parce que c'est bien riche. Il y a assez de terreau, comme on le dit. Il y a des éléments nutritifs dans cette terre-là. Vous voyez, là, c'est déjà le gingembre. Ok. Là, c'est le gingembre. Oui. C'est sans fleurs. C'est sans fleurs. Ok. Donc, c'est un peu ça. Voilà comment ça pousse. Et ça, c'est pour une production, hein, juste à la maison et tout ça. Maintenant, pour faire une culture du gingembre, même, la question reste à savoir si la culture du gingembre est vraiment faite au Bénin et où. Oui, exactement. Parce que, comme l'a dit le reportage, la dame dit ils amènent ça du Niger, de Malanville, mais ils ne savent pas exactement où est-ce que... Peut-être que c'est à Malanville que c'est cultivé aussi, on ne sait jamais. C'est possible, puisque c'est adapté à tout type de sol, donc on peut le produire partout. Partout. Mais il faut avouer aussi qu'il y a le gingembre qui vient de Lomé. Vous voyez, la terre de Lomé est beaucoup plus appropriée, puisque c'est bien sablonneux, voilà, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc, il y a le doté. Oui, c'est ça, hein? C'est ça. Et le doté rouge. Bon, jaune, c'est comme ça on appelle vovo. Ok, d'accord. Vovo en fond, c'est rouge. Donc, il y a doté qui est gingembre, doté vovo qui est curcuma. Oui. Donc, il faut faire vraiment il faut aussi dire une chose. Ça, par exemple, la conservation de ces 2 épices est aussi assez facile. Le reportage l'a montré. On peut, mais le reportage a parlé des petites tranches, c'est-à-dire on découpe ça en petits morceaux et puis on peut sécher. Mais par contre, on peut aussi faire la poudre, que ce soit du gingembre ou du curcuma. Faire la poudre et puis vous avez ça en poudre. Vous pouvez mettre directement et vous gardez votre truc dans votre cuisine, tout simplement. En tout cas, moi j'aime bien les jus de gingembre, j'aime ça, parce que ça donne beaucoup plus d'énergie. Et je pense que les nutritionnistes ou les diététiciens vont nous dire davantage. Je pense que ça guérit aussi la toux. Bon, généralement, quand vous avez la toux, on vous dit allez prendre un peu de gingembre. Pour manger, pour éviter les irritations et tout. Oui. Voilà, ça empêche de tousser. C'est vrai, merci beaucoup à vous. Allez, pour toutes ces explications, ces démonstrations, on va sortir de votre labo agricole, si vous voulez. Oui, si vous me permettez. Allez, juste manière de vous taquiner. Pourquoi pas? Vous voulez dire quelque chose, ajouter quelque chose à nos téléspectateurs? Aux amis téléspectateurs que c'est toujours bien de pouvoir produire
de ces petites épices-là à la maison, histoire d'avoir juste sous la main, vraiment le vrai, quoi. C'est-à-dire pas le mélange qu'on a au marché, on dit 5 épices, 8 épices, et puis c'est tellement de choses mélangées. Donc vous faites vos épices à la maison. Tranquillement. Vous les cultivez, après vous les récoltez, vous les travaillez, les transformez, soit en poudre ou... Il faut aller chercher juste ce dont on a besoin pour faire la cuisine et le reste. Et le reste est toujours là. Oui. Ça ne se gâte pas aussi. Ça se conserve très bien. Allez, merci Marcel. Merci à très bientôt. Joyeux anniversaire, heureuse d'annoncer. Ah oui, il y a Nadège qui lui a déjà dit heureux anniversaire tout à l'heure. J'espère qu'elle va amener le tchèp tout à l'heure. Franchement, j'ai commencé par faire une diarrhée depuis hier, histoire juste. Diarrhée provoquée, hein. Ah oui. Juste pour consommer du tchèp. Heureuse. En tout cas, on t'attend avec le tchèp dans un instant. Merci à vous. On va continuer, chers téléspectateurs. Sinon, on est pratiquement à la fin de cette édition du Grand Rendez-vous. La météo, avant de partir. Ah oui, on était donc à Soava aujourd'hui à travers de la carte postale. Ah ben super, on salue tous nos téléspectateurs de cette zone du département de l'Atlantique. Oui, la zone, en tout cas, la villa d'accueil, tout simplement. Le Soava, il y a Soava, Sozonko, Sotianhui, Soveki, ben il y en a plein là-bas. Allez. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. Passez une très bonne soirée, toujours sur BE24. Demain, 19h00, Heureuse d'Annoncer viendra sur ce plateau pour vous présenter la dernière édition de cette semaine. Parlons bien sûr du Grand Rendez-vous. Bonne soirée chez vous et suivez à 21h00 le forum du jour. Ciao.